Coucou Rachel, Coucou Emeline. on se retrouve aujourd'hui dans l'Amawer Podcast pour parler de vulnérabilité dans un monde d'armure. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui et de vous retrouver aussi aujourd'hui parce qu'on a tellement adoré le premier épisode que là on avait tellement hâte de vous proposer du coup ce nouvel épisode sur un sujet qui nous touche particulièrement, celui de la vulnérabilité et notamment la vulnérabilité dans le monde dans lequel nous sommes parce que c'est quelque chose qui est quand même encore beaucoup trop stigmatisé. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec Emeline pour un petit peu en discuter, partager un petit peu nos points de vue, nos perspectives, notre histoire par rapport à la vulnérabilité. La vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse dans notre société et on peut aussi commencer par notre éducation dans laquelle on grandit. Je pense que ça touche un peu plus les hommes que les femmes pour le coup, ce sujet-là, mais je pense qu'on peut parler aussi d'éducation et le fait de cacher ses émotions, ou en tout cas d'être grand, d'être adulte, et donc du coup de dissimuler nos émotions. Ça fait un petit peu référence au podcast qu'on a fait la semaine dernière, mais on peut parler de ça, non Rachel? Ah oui, complètement. Et puis je trouve que du coup, comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment un sujet qui touche, je pense, beaucoup de monde et on n'en parle pas assez. Pendant très 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 longtemps, depuis que je suis toute petite en fait, je suis quelqu'un qui ressent énormément les choses. Sauf que dans mon environnement familial, dans l'environnement aussi sociétal dans lequel on ne nous apprend pas forcément à montrer aussi justement nos émotions et à montrer notre vulnérabilité. Les peurs qu'on peut avoir aussi, notamment les peurs liées au rejet, à l'abandon, si on se montre aussi peut-être trop vulnérable, encore une fois, on en revient sur le sujet qu'on a abordé la semaine dernière sur, encore une fois, être trop. Mais du coup, c'est vrai que la vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment mon cheval de bataille, on va dire. Je m'autorise à me montrer vulnérable, à me montrer telle que je suis et justement, encore une fois, à montrer mes émotions parce qu'en fait, c'est qu'en étant comme ça que je peux être vraiment moi, en fait, tout simplement. Je suis d'accord avec toi, Rachel, et je te rejoins entièrement. Et je pense que c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet en deuxième épisode. C'est parce que, par exemple, moi, j'ai vécu dans une éducation qui était axée sur la force, l'indépendance, la maîtrise de soi, le poker face, en fait, finalement. C'est très traumatique, hein, évidemment. Et on se cache derrière, du coup, un poker face avec cette attitude de on ne laisse rien passer, on n'a pas d'émotions, ou en tout cas que des émotions positives. Et quand on a des émotions négatives, on contrôle tout. En tout cas, surtout, on est dans le déni et on met sous le tapis. On est dans la maîtrise de soi, l'indépendance, la force, etc. Je pense que la vulnérabilité n'a rien de plus beau parce qu'en fait, c'est l'authenticité, l'expression et l'analyse de ses émotions. La bonne expression avec bienveillance, évidemment, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la pudeur qu'on met en avant dans un monde de brut, un petit peu de requin, où on essaie de se s'auto-bouffer quand on expose trop nos émotions et où on se pointe du doigt. Oh, regarde, celle-ci, elle est trop impulsive. Oh, celle-ci, on peut rien lui dire, elle se vexe direct. C'est l'exposition du soi authentique qui fait que la vulnérabilité est rien de plus beau en société. C'est exactement ça et ce que tu dis, c'est très juste et notamment tu reviens aussi toi sur ton expérience aussi familiale. Je pense que dans mon environnement familial, en tout cas, mes parents n'ont jamais appris à montrer leurs émotions. J'ai un énorme frisson quand je vous dis ça, mais comme nos parents n'ont jamais appris à montrer leurs émotions, et notamment mes parents à moi, ils n'ont pas pu m'apprendre à moi à montrer mes émotions. Par exemple, je viens d'une famille où mon père est marin, ma mère a été une femme qui nous a élevés toute seule. Donc en fait, le visage qu'on a, nous, de la femme, c'est la femme forte, indépendante, qui assume tout toute seule. Et franchement, j'ai un respect le plus total pour ma maman. D'ailleurs, si un jour tu regardes l'épisode, je te fais un bisou. Parce qu'en fait, elle a géré 2 enfants, 2 filles toute seule pendant plus de 20 ans avant qu'elle reprenne le travail. Et donc nous, en fait, dans nos têtes avec ma sœur, ce schéma qu'on avait, c'était une femme, il faut qu'elle gère tout, qu'elle soit hyper autonome, hyper indépendante, qu'elle soit forte, qu'elle soit vraiment blindée avec une armure en fait tout simplement et poker face comme tu disais, avec mon côté hyper sensible, hyper vulnérable, hyper dans l'émotion, dans le ressenti. À un moment donné, j'ai senti une cassure parce qu'en fait, c'était plus possible pour moi de me comporter de cette manière-là et avec ce masque-là de femme forte, de femme indépendante. Mais en même temps, maintenant, avec le recul que j'en ai, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, je ne peux pas en vouloir à mes parents parce que eux-mêmes non plus n'ont pas appris en fait. C'est à moi maintenant à me dire qu'est-ce que je peux faire en fait. Ok, le schéma que j'ai eu c'est ça, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour contourner ce schéma et me faire ma propre idée, ma propre identité aussi, tu vois. Et je pense qu'on peut rebondir sur ça, Rachel, dans la vulnérabilité, d'exposer ses parts de lumière,
et ne pas assumer ses parts d'ombre. Mmh. Aujourd'hui, la jalousie, le manque de confiance en soi, en fait, tous les traits de personnalité qui sont un peu mis dans l'ombre, c'est des choses qu'on n'assume pas et on n'aime pas assumer ça en société, alors qu'en fait, ça fait partie de nous et ça s'enveloppe dans la vulnérabilité. Et je pense que c'est important d'assumer ses parts de lumière, mais aussi ses parts d'ombre Mmh. pour travailler dessus et aussi pour dédramatiser le truc. Chacun a ses parts d'ombre, chacun a ses défauts et il faut savoir aussi en rigoler et avoir un peu de sarcasme sur ça. C'est ça aussi qui fait la vulnérabilité, c'est les parts de lumière et les parts d'ombre. Merci du coup d'aborder ce sujet parce que alors là vraiment je me sens mais en folie parce que j'adore tout ce qu'on va aborder, que ce soit nos zones de lumière comme nos zones d'ombre sont indispensables. Et en fait, l'idée aussi de nous en tant qu'êtres humains, c'est d'arriver à vivre en fait avec ces deux facettes là, c'est-à-dire avec toutes nos zones de lumière et nos zones d'ombre. Donc c'est-à-dire venir mettre de la lumière sur nos zones d'ombre pour non pas les occulter et encore une fois cacher ces parts d'ombre, mais justement venir apprendre à vivre avec en fait tout simplement. Le but c'est encore une fois de ne pas occulter nos blessures, nos traumatismes, nos croyances limitantes, c'est de venir les reformater ou venir travailler dessus pour pouvoir maintenant vivre en harmonie avec en fait. Et ça c'est hyper important à comprendre parce que beaucoup de gens en société veulent guérir absolument et dans le mot guérir, ça veut dire on occulte un peu, tu vois. Et moi, je trouve que pas du tout, au contraire. Pour moi, on a besoin des deux, en fait. On a besoin de l'ombre pour être dans la lumière, comme on a besoin de la lumière pour être dans l'ombre. Tout est complémentaire et c'est hyper important à comprendre que oui, il faut apprendre à mettre de la lumière sur nos zones d'ombre pour vivre en harmonie avec, en fait. Dans le sujet de l'éducation, quand on n'assume pas ses parts d'ombre au sein d'un milieu familial qui est toxique ou dangereux, qui te met en insécurité, en fait déjà l'enfant ne se permet pas d'accueillir ses parts d'ombre et de les identifier pour travailler dessus. On arrive à l'âge adulte à être dans le surcontrôle. C'est pour ma part, hein. Là, je parle vraiment en connaissance de cause. J'ai tout le temps un gros contrôle sur ma façon d'être et c'est pour ça que je fais un énorme travail sur moi. C'est vraiment pour essayer d'être toujours meilleure, toujours performer même au niveau cérébral, au niveau personnel. Ça m'est aussi arrivé dans mon entourage de vouloir être intransigeante aussi sur les personnes qui m'entouraient, ne pas accepter mes parts d'ombre, mais de ne pas accepter les parts d'ombre des autres. Aujourd'hui, je travaille énormément dessus. Ça me permet aussi de guérir quand je rencontre des personnes et que j'arrive à identifier leurs parts d'ombre, leurs défauts en fait finalement, et de trouver aussi de la beauté là-dedans. Moi aussi, pendant très longtemps, jusqu'à à peu près il y a 3 ans maintenant, j'étais encore une fois dans cette forme de contrôle. Encore une fois, comme je vous ai dit, de par mon conditionnement, ma famille, l'image que j'avais aussi de la femme. À un moment donné, je me suis dit, c'est simple. C'est soit je continue à vivre de cette manière-là et à un moment donné, mon corps physique va me lâcher et là, je vais être obligée de prendre une décision. Ou soit à un moment donné, je décide d'apporter un peu du lest et de lâcher prise sur quelque chose et de me dire, bon, bah ok, là, peut-être, Rachel, que tu vas avoir besoin d'aide et que tu ne pourras pas, peut-être une fois dans ta vie, te sortir de là toute seule. Et donc là, prendre cette décision pour quelqu'un qui est dans le contrôle, je pense que tu pourras attester aussi. Je témoigne à 1000% de la même chose que toi. Prendre cette décision pour quelqu'un comme ça qui est dans le contrôle, c'est très dur. Mm. Mais en tout cas, elle a été vraiment mais libératrice pour moi parce que c'était indispensable à ce moment précis de ma vie de lâcher prise et d'accepter en fait cette part de vulnérabilité que j'avais et qui est en moi et qui fait de moi la personne que je suis à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je travaille encore dessus, hein. La vulnérabilité et le lâcher prise, c'est quelque chose que je travaille même actuellement en thérapie. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Le lâcher prise sur des situations difficiles, la résilience, je l'ai. Mais par contre, demander de l'aide et accepter de ne pas forcément réussir, c'est très difficile pour moi. Mais je pense que c'est vraiment le conditionnement d'éducation qui m'a mis dans ce formatage psychologique, tu vois. On peut aussi parler de connexion à soi. La vulnérabilité, c'est aussi se reconnecter à ses émotions, à ses limites aussi, et pouvoir les reconnaître pour soi-même, mais aussi en société, auprès des autres. Je pense que la vulnérabilité, c'est un format qui peut paraître insécurisant pour certaines personnes, parce que du coup, elles exposent aussi leurs faiblesses, leurs limites, leurs craintes, leurs peurs, etc. Mais ça peut aussi être bénéfique. Si on a de la vulnérabilité pour soi, on accepte aussi du coup cette autocompassion, on arrive à mieux identifier ses limites et ses besoins. Quand on est aussi dans cette forme de contrôle et qu'on n'accepte pas forcément aussi cette part de vulnérabilité, on a tendance à pas savoir aussi où se positionner et quelles sont nos propres limites. Et comme tu l'as très bien dit, l'autocompassion, c'est hyper important. Il faut comprendre qu'on est l'acteur principal dans nos relations avec l'extérieur ou dans nos relations avec nous-mêmes, en fait, on est l'acteur principal. Donc pourquoi on peut être bienveillant avec les autres et on ne peut pas l'être envers nous? Mais parce qu'en fait, encore une fois, on a ces conditionnements, ces peurs, ces blessures. On a cette peur aussi du rejet, cette peur de ne pas être aimé, cette peur d'être abandonné, d'être stigmatisé. Et en fait, ce qui fait que du coup, ça vient encore une fois nous impacter. Mais plus on va cultiver cette autocompassion, cette bienveillance, cet amour de soi, cette reconnexion à l'enfant intérieur aussi, hein, ça c'est hyper important. Moi, je sais que j'aime bien danser, chanter, m'amuser, dessiner. Parfois, quand je ressens
ressens l'envie et que je ressens le besoin et que je suis trop dans un niveau d'exigence, qu'est-ce que je peux faire qui me fait du bien et qui me reconnecte un peu à mon essence même de quand j'étais enfant, en fait, tu vois? C'est assez instinctif, non? Oui, tu vois, par exemple, il y a des matins, je vais me lever, je vais me dire: «Beh, je vais mettre karaoké à la télé et je vais chanter» parce que, en fait, j'ai juste envie de ça sur le moment et comme tu dis, c'est être à l'écoute de ses besoins, savoir poser ses limites, savoir dire non, savoir aussi se montrer vulnérable et savoir demander de l'aide. Mais encore une fois, c'est un cheminement, ça se fait pas du jour au lendemain. Chaque chemin est différent aussi. Mon cheminement, ce qui a fonctionné sur moi ne fonctionnera peut-être pas sur toi ou ne fonctionnera pas peut-être sur toi qui regarde aussi. C'est vraiment un chemin et comprendre en fait qu'on est tous individuels et qu'on a tous notre chemin à tracer en s'inspirant et en venant connecter aussi avec des âmes qui font sens pour nous. Et je pense qu'on peut aussi, déculpabiliser les personnes qui ont du mal à le Mmh. faire instinctivement. Parce que déjà des personnes qui ont du mal à se mettre en insécurité, ben, en fait, c'est très courant, je pense. Il faut aussi se dire qu'on ne peut pas exposer sa vulnérabilité à tout le monde. Il faut déjà commencer par le faire avec des personnes qui sont bienveillantes. Il faut aussi se dire qu'on ne peut pas le faire avec tout le monde. Et il y a des personnes qui ne sont pas du tout capables d'accueillir notre vulnérabilité et de ne pas s'en servir pour nous nuire. Quand tu parles de ça, que tu dis qu'on ne peut pas montrer à tout le monde notre vulnérabilité, ça fait très longtemps que je suis avec mon chéri. Au tout début de notre relation, en fait, des fois, je me cachais pour pleurer. Il n'était pas en capacité d'accueillir ce trop plein d'émotions que j'avais. Comme lui ne sait pas exprimer ses émotions, il ne sait pas les ressentir. Pour lui, ça allait être trop. Et pour moi, j'allais me sentir en fait en décalage avec ce que j'avais besoin. Donc, je préférais m'isoler pour pleurer. Moi, c'est tout l'inverse, tu vois? J'ai Mm. du mal à être vulnérable avec les gens à l'extérieur de mon foyer, mais la personne qui partage ma vie, c'est la seule personne qui me connaît de A à Z et qui a vu toutes mes vulnérabilités, qui les a accueillies et qui en a fait quelque chose de Mm. très bienveillant, tu vois? Mm. C'est la seule personne qui déjà va aussi me dire, parce que j'ai du mal à avoir ce recul avec qui et comment me comporter avec les autres, cette personne-là va aussi être un pilier où elle va aussi me guider dans le avec cette personne, fais attention. Mais c'est pas de la surprotection, c'est vraiment une bienveillance. Il me connaît par cœur et il sait avec qui je peux aussi me permettre d'être vulnérable sans avoir peur et sans me dire que à l'avenir ça va me retomber dessus, quoi. Pour ceux qui savent pas, moi je suis avec mon chéri depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 14 ans qu'on est ensemble, donc c'était au tout début de la relation. Moi aussi j'avais cette blessure d'abandon, donc je me disais si je me montre vulnérable à ses yeux, qu'est-ce qu'il va penser? Et il va partir et il va me laisser, il va m'abandonner, je vais me retrouver seule. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment moi aussi une seule personne avec qui je peux me permettre d'être vraiment vulnérable, authentique. Quand je rentre, j'ai besoin en fait de partager ce que je ressens, mais j'apprends aussi à respecter son espace. On communique beaucoup. Je lui dis, bah, écoute, là j'aimerais te partager quelque chose, est-ce que c'est ok pour toi? T'es pas occupé, t'as pas envie de faire quelque chose? Et ça, je trouve aussi, c'est hyper important de respecter aussi les limites de l'autre, parce qu'en fait, on n'a pas à être trop intrusif dans la vie de l'autre. Mais ça, encore une fois, c'est une construction. Moi, je parle de ça, j'ai 14 ans d'expérience dans ma relation, donc c'est un chemin, ça se construit, c'est une relation, c'est une base de confiance aussi, de communication. Et à l'inverse, il faut pas confondre vulnérabilité, comme tu le dis très bien, Rachel, avec le tiens mes problèmes. Le j'ai un trop plein, tiens. Et la personne, en fait, elle se retrouve les bras dénués de se dire mais attends, je vais en faire quoi là de tes problèmes? Je peux même peut-être pas les résoudre. Alors je peux t'aider, mais des fois il y a aussi ce truc de tiens ma charge mentale et démerde-toi. Ben moi. Moi, pendant, pareil, toute première partie de ma relation, c'était un peu ça, quoi. Je déballais tous mes problèmes à Florian et j'avais l'impression qu'il allait me résoudre tous mes problèmes, en fait, tu vois? Et il a fallu vraiment, comme j'expliquais, cette cassure il y a quelques années là, pour que je comprenne qu'en fait, c'était plus possible de vivre comme ça. Et pour moi, et pour lui, et pour mon entourage, en priorité pour moi, mais que c'était plus possible, en fait, de vivre de cette manière-là et qu'il fallait à un moment donné que je travaille sur mes blessures que j'avais pour justement être dans cette acceptation, être dans cette communication. Ça ne veut pas dire que le couple est irréprochable, on n'est pas du tout en train de dire ça, hein, mais c'est être dans une communication saine qui respecte les 2 parties, en fait, de l'équation. Communication bienveillante, quoi. Exactement. En parlant du coup d'authenticité et de vulnérabilité dans les relations, on peut aussi parler des relations amicales. Ça, je sais que toi, Rachel, c'est pas exactement comme moi. T'as moins souffert d'amitié un petit peu plus toxique. Mais en fait, je me suis aperçue que beaucoup de mes relations amicales étaient dictées par des changements de comportement, dans le sens où quand je rencontrais des femmes, j'avais l'impression d'avoir des femmes vraiment parfaites, qui me ressemblaient sur tous les bords. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je m'apercevais qu'en fait, ces personnes-là montraient un peu leur vrai visage et ne me correspondaient plus du tout. Je me suis aperçue qu'en fait, c'est tellement ce contrôle que je donne dans mes relations et sur moi, qu'en fait, je ne permets pas à la personne en face d'être authentique et d'être vulnérable. Et en fait, finalement, le naturel revient au galop. Je me retrouvais avec des personnes qui montraient leur naturel. Et en fait, moi, je me sentais trompée. Cette intransigeance sur soi
et sur l'autre m'a fait connaître des relations toxiques. Déjà, j'étais dupée avec la personne avec qui je crée des liens, mais en plus, je me dupais, je ne comprenais pas pourquoi la personne changeait de comportement, je savais pas pourquoi ça me faisait ça tout le temps. Mais en fait, quand il y a un schéma qui est répétitif, il faut aussi se remettre en question et avoir sa part de responsabilité là-dedans. Je me suis dit, ça vient de moi. Pourquoi est-ce que à moi ça m'arrive alors qu'aux autres ça n'arrive pas, et surtout sur quasiment toutes les amitiés, pas de longue date, mais les nouvelles amitiés. Et en fait, je me suis aperçue que c'était juste le fait d'être intransigeant et de ne pas accepter sa propre vulnérabilité qui faisait que la personne en face n'avait pas le choix de ne pas les montrer dans l'amitié en fait. Mais c'est très drôle du coup que tu parles de ça et des expériences aussi à travers tes amitiés parce que pour moi, pour le coup, c'était complètement presque le contraire en fait. C'est limite moi qui m'emballais peut-être trop vite parce qu'en fait, moi j'ai eu, encore une fois, de par ma blessure d'abandon, j'avais très peur de la solitude. En fait, c'était viscéral. C'est-à-dire quand je me retrouvais seule chez moi, je passais des soirées à pleurer en fait. Vraiment, c'était horrible. Et dans mes amitiés, c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, même si j'ai pas connu vraiment d'amitié toxique, parce que moi, toutes mes amitiés ont été relativement saines pour le coup, mais c'est vrai que je me rattachais quand même très facilement à beaucoup de gens et du coup, j'accordais ma confiance très facilement. Trop facilement. Trop facilement. C'est vrai que parfois, j'ai pu avoir des déceptions amicales quand même. On n'était pas sur de la relation toxique, mais on était sur vraiment de la dépendance en fait à l'autre, encore une fois, même en amitié. Je pense que j'ai connu un petit peu la même chose que toi avec la peur de l'abandon ou le fait de s'emballer un peu vite. Mais du coup, moi, je m'emballais vite parce que les personnes me montraient moi, en fait, Eh se oui, montrer en tant que miroir. eh oui, Donc, en fait, j'avais l'impression d'avoir des âmes sœurs à tous les coins de eh rue. oui. Et donc, en fait, à chaque fois, je revenais à la maison. Mon amour, j'ai rencontré ma meilleure amie. Et lui, à chaque fois, attends, arrête de t'emballer. Peut-être 3 mois après, ah non, mais en fait, je suis déçue, elle a rien à voir avec moi. En fait, alors déjà, c'est OK de pas se resembler et en plus, c'est OK aussi d'accepter les pardons des autres parce qu'il faut accepter aussi les siennes. Mais ça, c'était avant qu'elle me connaisse du coup. Oui. Fallait quand même que je la sorte. Là, c'était une perche, elle était obligatoire celle-là. Mais tu fais partie des amitiés coup de cœur, évidemment. Je me fie beaucoup en fait en amitié au ressenti en fait. Maintenant, j'écoute beaucoup plus mon intuition plutôt que mon mental. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une connexion qui va se faire. Moi, du moment où il y a une connexion et que je vais pouvoir partager réellement quelque chose en termes de valeur, d'expérience, là, c'est OK. Par contre, si à ce moment-là, ça reste du superficiel et c'est aussi OK, on passera peut-être un bon moment, mais ça ira pas plus loin, tu vois. Et maintenant, c'est comme ça que je fonctionne et c'est OK que je fonctionne comme ça. J'ai pris aussi en compte ma vulnérabilité et je me suis dit, tu sais quoi, confie-toi. Arrête de craindre l'autre comme un danger et accepte aussi de livrer ta vraie personnalité, quitte à être déçu, quitte à être blessé. C'est toi que tu as donné. C'est pas une image, c'est pas la femme forte, c'est pas l'invincible, l'inaccessible comme beaucoup de personnes peuvent dire de moi. Tu as donné ton vrai toi. Si la personne elle l'a mal accepté et elle l'a mal accueilli, c'est son problème. Alors c'est très dur au début parce que du coup on a la peur d'être blessé, la peur du rejet, de l'abandon, etc. Mais quand on fait aussi beaucoup de travail sur soi par rapport à la blessure d'abandon, etc. En fait finalement si la personne elle l'accueille mal, c'est beaucoup moins douloureux quand on a livré la vraie personne qu'on est et pas l'image qu'on veut donner de regarde mes lumières et regarde pas les ombres. C'est pas intéressant. Carrément, c'est exactement ce que tu exprimes là et ce que tu dis avec tes mots qui a vraiment changé ma vie en fait. C'est du moment où j'ai accepté de me montrer telle que j'étais, y compris sur mes réseaux, que vraiment je me suis sentie mais dans une posture, mais comme si j'étais invincible pour le coup, mais Souveraine de toi-même en fait. exactement, comme si j'étais vraiment la reine, l'actrice de ma propre vie en fait, parce que je me montrais et je me montre telle que je suis. Je n'ai pas à réfléchir au masque que je vais adopter pour soit poster une vidéo, soit pour parler avec quelqu'un ou m'adresser à quelqu'un. Et en fait, ça change vraiment la vie. Quand on arrive vraiment à se montrer comme ça et à se livrer pleinement avec tout notre cœur, avec tout notre amour, notre ressenti, notre joie, nos peines, vraiment à se livrer tel qu'on est profondément, franchement, ça c'est game changer dans la vie, quoi. Vraiment. Parfois, la vulnérabilité peut aussi nous mettre dans des cases et dans des idéaux un peu inatteignables. Et je pense qu'il est important de comprendre qu'il faut arrêter encore une fois de tout contrôler et juste ressentir en fait. Et se connecter profondément à ce qu'on ressent. Et en fait, la spiritualité, c'est uniquement ça. On y reviendra sur un prochain épisode, mais j'ai vraiment envie d'apporter cette nuance-là aujourd'hui. La spiritualité, c'est vraiment juste se reconnecter à qui on est, retourner à l'intérieur de soi, voir ce qui s'y passe. On l'abordera prochainement. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se laisse tranquille et qu'on accepte tout ce qui se passe dans nos vies, qu'on accepte de ressentir, qu'on accepte de vivre les moments qui sont difficiles. Moi, actuellement, il m'arrive plein de choses dans ma vie et je disais tout à l'heure à Emeline, et bien bizarrement, je me sens trop bien parce qu'à côté de ça, il se passe des choses merveilleuses. Moi aussi, ma résilience, elle s'est un petit peu déplacée en mode, ben ok, en fait, il m'arrive ça, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais encore une fois le contrôler, quelque chose que je ne peux pas contrôler? Non. Ben en fait, j'accepte juste d'être vulnérable et de me dire, ben là, j'en ai marre, en fait, ça me gonfle,
ça me saoule, et de me dire: je me raccroche aux petites choses qui me font du bien et ça, en fait, ça change toute la vie, vraiment. D'accepter de se voir tel qu'on est aussi Mmh. et de cacher nos imperfections et cetera, mais aussi de savoir les reconnaître, te dire: «Elles sont là». J'y travaille pas, ça t'appartient, mais de se dire: «Tel que je suis, c'est comme ça» et je pense que ça fait du bien aussi de savoir reconnaître ses parts de lumière et ses parts d'ombre et aussi d'avoir cette autocompassion pour soi-même. On va peut-être terminer du coup cet épisode sur ça, mais je pense que c'est aussi important de véhiculer aussi ce message-là, que c'est OK si tu n'es pas aussi dans cette démarche-là d'acceptation. Moi, ce qu'elles me disent, en fait, ça me paraît complètement flou et ça me paraît inatteignable. Ben, c'est OK, en fait, c'est pas un but en soi. Nous, là, ce qu'on vous partage, c'est nos expériences à nous et c'est aussi, je pense, notre chemin de vie. Ce pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, ben, on devait passer par tout ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va regarder le podcast et qui va se dire, mais moi, ça me parle pas du tout. Et je pense que déjà d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin, même si ça résonne pas, je l'ai entendu, ça résonnera plus tard et je pense qu'il faut être aussi en paix avec ça, tu as totalement raison Rachel. Je nous vois un peu comme des petites éveilleuses de conscience parce qu'en fait, je ne suis plus dans cette attente de retour en fait de la part des autres. Je suis juste en mode, je viens planter une petite graine, elle germe tout de suite, c'est très bien. Elle germe plus tard, C'est c'est très très bien bien aussi. aussi. Et elle germe jamais, c'est très bien aussi. On est vraiment là en toute bienveillance et c'est un partage. C'est vraiment un moment d'échange, de discussion, de réflexion. Le chemin, il se fera tout seul dans vos esprits. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous fait plein de gros bisous et on Mais se dit à la semaine prochaine. à la semaine prochaine.